Donc en résumé, la structure moléculaire du canal sodique, mais c'est également vrai pour le canal calcique et pour le canal potassique, nous explique pourquoi ces canaux vont s'ouvrir à un potentiel seuil. Et vous retiendrez que le potentiel seuil, c'est simplement le potentiel de membrane qui est suffisant pour faire bouger les quatrièmes traversées membranaires des 4 domaines de cette protéine qui traverse la membrane 24 fois. Et donc le potentiel seuil va faire écarter les 4. Comment? C'est bizarre. Alors, donc, la quatrième traversée membranaire est sensible. C'est un silence assourdissant. Là, vous m'entendez? Donc, voilà, la quatrième traversée membranaire est sensible aux variations de potentiel. Et que, c'est là on va revenir aux méthodes classiques. Ah, voilà. Moi qui avais grandi avec la guerre des étoiles, maintenant, voilà, j'utilise mon sabre. Donc, la quatrième traversée membranaire, elle est là. Lorsque vous atteignez le potentiel seuil, elle s'écarte, entraînant dans son passage l'ouverture des feuillets bêta antiparallèles. Tant que vous restez au-dessus de ce potentiel seuil, ces feuillets bêta antiparallèles vont rester ouverts, permettant l'ouverture du canal central. Sapotage. C'est bon? D'accord. Voilà. Et l'extrémité NH2 terminale, elle est là, va bouger lorsque vous allez atteindre plus de 30 millivolts. Et ceci va amener l'extrémité NH2 terminale à l'autre extrémité du canal, obturant ce canal et empêchant le sodium de rentrer. Et voilà les 4 conformations. Les 4 conformations de ce canal. La première conformation ici est un canal qui est fermé. Donc ici, vous êtes à moins 50 millivolts, en dessous de moins 50 millivolts. D'accord? Ici, vous êtes dans une conformation de canal ouvert et perméable. Donc vous êtes entre moins 50 et plus 30 millivolts. Et ici, vous êtes dans une conformation ouvert, mais imperméable ou encore ouvert mais inactivé, à cause de cette extrémité qui vient obturer la sortie. Et ceci va nous permettre de comprendre la notion de la période réfractaire. Une période réfractaire est par définition une période pendant laquelle, si vous appliquez le même stimulus que celui que vous utilisez auparavant, eh bien, vous n'allez pas obtenir le même résultat. C'est ça, le fait d'être réfractaire à quelque chose. Et donc, ici, sur un potentiel d'action, on détermine 2 périodes réfractaires. La première, qui est entre moins 70 millivolts et puis moins 50 ici, qu'on appelle la période réfractaire absolue. En fait, la première doit être entre moins 50 et moins 50 là, donc il devrait y avoir une barre ici. La période réfractaire absolue, quoi que vous fassiez, eh bien, vous n'allez pas pouvoir déclencher un autre potentiel d'action après le premier. Et puis ensuite, la partie qui va suivre correspond à la période réfractaire relative. On va essayer d'expliquer, grâce à nos connaissances, à quoi ceci correspond. La période réfractaire absolue, définition, canaux sodium encore inactivé, potentiel d'action impossible à recréer, à créer ou bien à recréer. La période réfractaire relative, quelques canaux sodium peuvent s'ouvrir et le potentiel d'action peut renaître si la stimulation est suffisamment importante.
Allez, un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. C'est le même schéma. Et là, vous allez voir. Voilà, j'ai mis mon potentiel seuil qui est à moins 50 millivolts. Avant moins 50 millivolts, je vais voir si mon micro marche ici. De là à là, vous êtes dans cette conformation, c'est-à-dire un canal qui est fermé, mais activable. Il est fermé. La quatrième traversée ainsi que les feuillets bêta antiparallèles sont vraiment accolés les uns contre les autres, donc réduisant la lumière de la cheminée centrale à sa stricte minimum. Mais ça reste activable parce qu'il suffit de l'ouvrir pour laisser passer l'ion, car ce n'est pas bouchonné à la sortie. Donc c'est un canal fermé mais activable. Et ce sera activé ici lorsque vous dépassez moins 50 millivolts. Et ainsi, vous comprenez que l'ion sodium peut rentrer très facilement. Lorsque vous dépassez plus 30 millivolts et lorsque vous êtes dans le chemin de retour, donc vers la repolarisation, vous êtes dans une conformation ouverte mais inactivée. D'accord? C'est un canal ouvert comme ici, mais il est inactivé ou bien il est imperméable. Je préfère le mot imperméable qui est un mot à moi, alors qu'inactivé, c'est dans les livres. Ouvert, mais il ne peut pas rentrer à cause de l'obturation à la sortie. Et donc, vous comprenez que si vous êtes dans cette partie-là, si vous stimulez votre protéine, donc si vous faites varier le potentiel de membrane, ce potentiel de membrane, que va-t-il faire? Il va dire à la quatrième traversée, écarte-toi, allez, bouge. Et en bougeant, tu tires les feuillets bêta antiparallèles. D'accord? Mais le boulet de l'extrémité NH2 terminal restera toujours là. Et il sera insensible à ces variations de potentiel. Et c'est pour cela que, quoi que vous fassiez, vous n'allez pas pouvoir permettre l'entrée d'ion sodium. D'où la définition de période réfractaire absolue. Quoi que vous fassiez, l'ion sodium ne pourra pas rentrer, un deuxième potentiel d'action ne pourra pas naître immédiatement après le premier. Et enfin, la quatrième et dernière situation, là, vous êtes dans une période réfractaire relative parce que les canaux sont fermés, mais les boulets commencent à se relâcher. Donc certains canaux, bien que fermés, peuvent être activés de nouveau. Donc vous pouvez refaire naître un potentiel d'action à condition de mettre le prix, c'est-à-dire à condition de mettre le stimulus électrique suffisamment important pour déclencher l'ouverture de ces canaux. Voilà l'explication de la période réfractaire avec ces deux phases. La première phase qui est une période réfractaire absolue et la deuxième qui est une période réfractaire relative. L'explication de cette période réfractaire est tout à fait importante pour expliquer le sens de la propagation du potentiel d'action. Parce qu'on a tous grandi avec la notion intuitive, selon laquelle lorsqu'un potentiel d'action naît quelque part, il voyage, d'accord, et c'est un aller sans retour. Il part, il s'en va. Heureusement qu'il fait cela, parce qu'imaginez un potentiel d'action qui soit un petit peu pas trop sûr de lui, donc il fait un pas en arrière, un en avant, deux pas en arrière, il dit tiens j'oublie quelque chose derrière moi. Ce sera terrible. Donc un potentiel d'action doit se propager de façon unidirectionnelle et non réversible. Et cette propagation-là, ce qu'on voit ici, eh bien elle peut être représentée ici au temps 0. Vous avez un stimulus qui déclenche un potentiel d'action, lequel va se propager et il se propagera comme ça de long en long, mais jamais vous ne reverrez un potentiel d'action revenir sur ses pas. Et maintenant, j'espère que tout le monde a compris pourquoi un potentiel d'action ne peut pas revenir sur ses pas. Et vraiment, pour que les choses soient claires, c'est le même schéma, mais expliqué de façon un petit peu plus détaillée. Ici, vous avez un axone avec la naissance d'un potentiel d'action ici, en bleu,
qui correspond à une dépolarisation. La partie en jaune de l'axone correspond à la zone où vous avez encore le potentiel de repos, resting potential, et la partie en rouge correspond à la repolarisation et aussi à la période réfractaire. On va commencer par le schéma d'en haut. Il y a un potentiel d'action qui naît grâce à l'entrée d'ion sodium, laquelle entrée d'ion sodium peut se faire par l'intermédiaire des canaux sodiques voltage dépendants comme des canaux sodiques chimiodépendants, comme on le reverra. Bref, le sodium rentre. Ça entraîne la dépolarisation. Cette dépolarisation va positiver l'intérieur de la cellule, aussi bien à droite qu'à gauche. D'accord? Et donc, en fait, ici, le potentiel d'action va se propager ici et là, des deux côtés. On va faire la supposition que le début de l'axone est ici. Donc, le potentiel d'action, la positivité ici va stimuler les canaux sodiques qui se trouvent là, permettant leur ouverture, permettant l'entrée de sodium et donc permettant de déplacer le potentiel d'action vers la droite. Et une fois que le potentiel d'action est à droite, la partie qui est initialement ici va se repolariser et simplement sur ce schéma, on représente des canaux potassiques qui s'ouvrent, permettant au potassium de sortir. Mais si on représentait les canaux sodiques ici, eh bien, que voit-on? On voit que les canaux sodiques ici sont ouverts, mais inactivés. Ouverts, mais non perméables, à cause de l'extrémité NH de terminale. Ce qui fait que, bien qu'ils soient ouverts, aucun potentiel d'action ne peut renaître ici, parce que le sodium ne peut plus rentrer. Et donc là, le sodium n'a pas d'autre choix que d'ouvrir les canaux sodiques à droite. Et ainsi de suite, vous allez avoir un cheminement du potentiel d'action, toujours dans un même sens. Qu'un potentiel d'action ne revient jamais en arrière, grâce à l'existence de cette période réfractaire. Je vous assure que quand j'avais fait ça, j'avais pas le bruit. Bon, maintenant, je vous assure. Le premier canal sodique qui s'ouvre, les deux autres à droite sont fermés mais activables. Ce qui permet en effet d'activer et d'ouvrir le deuxième. Le premier, du coup, devient ouvert mais inactivé, alors que celui qui est ici est toujours fermé mais activable. Vous l'avez compris. Et ainsi de suite. Merci. Ça, je veux faire une confidence. Ça, c'est les diapos que j'ai faites pour les P1 de Cochin, du temps où Cochin n'était que Cochin. Donc, il y a 4 ou 5 ans. Voilà. Et que je n'ai pas remontré il y a 3 ans. Alors maintenant, on va parler de la conduction saltatoire. Alors, conduction saltatoire, c'est simple, c'est simplement le fait que le potentiel d'action va sauter de nœud de Ranvier en nœud d'Ranvier, puisque vous savez que les endroits de l'axone qui sont directement en contact avec le milieu extracellulaire, donc qui ne sont pas enrobés par la gaine de myéline, portent un nom qui est le nœud de Ranvier. Et donc, vous avez appris depuis toujours que lorsqu'un potentiel d'action naît à ce nœud de Ranvier, eh bien, il va renaître, non pas à côté, mais à l'autre nœud de Ranvier. La notion de conduction saltatoire, qui va sauter de nœud de Ranvier en Ranvier, vous avez appris dès la deuxième année de la maternelle que ceci va permettre d'accélérer le message nerveux. D'accord ? Et donc maintenant que vous êtes en troisième année de la faculté, je vais vous demander pourquoi cela. C'est simple. Pourquoi l'existence de la gaine de myéline va permettre cette conduction saltatoire?
En fait, oui, là, alors, là, je vais découvrir une autre merveille de la technologie moderne. Donc ici, vous voyez cet axone-là. Lorsque j'entraîne une dépolarisation à ce niveau-là, et en imaginant que on va simplement prendre la partie droite. Mécanosodique, ici, hop, sont ouverts. Tout cela. Tous ces canaux sont ouverts. Tous. Celui qui se trouve sous la gaine de myéline, comme l'autre. Mais comme la gaine de myéline isole l'axone, donc le sodium ne peut pas rentrer. Et la première ouverture, le premier canal ouvert qui ne soit pas enrobé par la gaine de myéline que le sodium va trouver, c'est celui-là. Et donc, c'est ici que le sodium va rentrer. Simplement. Donc, ce qu'il faut simplement se rappeler, c'est que tous ces canaux-là sont ouverts, tous, mais que celui-là seul sera celui qui va permettre la naissance du deuxième potentiel d'action, parce que c'est seulement à ce niveau-là que le sodium peut rentrer dans l'axone. Et donc ainsi, ça va vous permettre, enfin, ça va permettre au message nerveux de gagner du temps, parce qu'au lieu, les canaux sodiques, comme tous les canaux ioniques d'ailleurs, il faut les considérer comme étant des portes. Imaginez que vous soyez l'ion sodium, que lorsque vous ouvrez une porte, eh bien, il y a toute une série de portes qui s'ouvrent. Mais sauf qu'on est dans un jeu où lorsque vous ouvrez la porte, il faut que vous la fermiez derrière vous. Donc, si vous n'aviez pas la gaine de myéline, vous allez ouvrir cette porte, ensuite vous la refermez, vous ouvrez cette porte, donc vous allez perdre du temps. Alors que si vous aviez la gaine de myéline, vous ouvrez cette porte-là, vous sautez, vous ignorez toutes les autres portes et vous ouvrez cette porte. Et ainsi, vous allez pouvoir accélérer la conduction nerveuse. Donc la gaine de myéline permet d'accélérer la conduction nerveuse parce qu'elle diminue le nombre de portes à ouvrir et à fermer. Et donc, toute maladie démyélinisante, eh bien, vont se caractériser par un ralentissement de la conduction nerveuse. Au premier rang desquels vous avez la sclérose en plaques, ou bien vous pouvez avoir aussi une maladie qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré. Tout ceci, eh bien, vous sera fait en sémiologie. Sclérose en plaques, le CEP, le syndrome de Guillain-Barré. Et voilà le schéma qui montre la possibilité du sodium de rentrer à ce niveau-là et à ce niveau-là. Ici, il ne pourra pas à cause de la période réfractaire. Et une illustration de la sclérose en plaques avec la destruction par des mécanismes auto-immuns de la gaine de myéline et qui ainsi dénude cet axone et obligeant ainsi le potentiel d'action d'ouvrir toutes les portes et de les refermer comme on l'a vu ensemble. Allez, on aborde la troisième et dernière partie du cours. Ceci, non, l'avant-dernière partie du cours, pardon. Mais on terminera l'heure. La transmission synaptique. Alors, la transmission synaptique, c'est simplement le fait de pouvoir véhiculer le message nerveux et de le faire passer d'un neurone à l'autre, cela au niveau des communications qu'on appelle les synapses. Et là, je pense que tout le monde a compris la philosophie de la chose. Mais simplement pour le résumer encore une fois. En matière de neurosciences, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important
en neurosciences. Les deux demoiselles qui parlent là-haut, en rouge et noir. L'une est en noir, l'autre est en rouge, mais les deux font une chanson de Jeanne Masse. En fait, ce qui est important, c'est la transmission du message. Et le message dans le système nerveux, c'est un message électrique. On est d'accord. Ce message électrique va naître dans un neurone et puis ensuite va véhiculer le long de ce neurone. Et lorsque, comme tout message électrique, il va se propager de proche en proche grâce à l'existence des canaux sodiques que l'on a vus tout à l'heure et grâce à l'existence du potentiel d'action. Maintenant, lorsqu'il arrive au bout du neurone, l'électricité ne passera plus. Et donc, lorsque vous êtes à l'extrémité du neurone, il faut imaginer un autre procédé pour faire passer le message. Et ce procédé-là va être assuré par des molécules chimiques que l'on appelle des neuromédiateurs, qui vont être libérés par le premier neurone, celui qui se trouve avant la synapse et que l'on appelle le neurone présynaptique. Et ce neuromédiateur du neurone présynaptique va aller agir sur le deuxième neurone qu'on appelle le neurone postsynaptique. Et que va faire le neuromédiateur? Il va déclencher un changement du potentiel de membrane du neurone postsynaptique. Et donc le neuromédiateur, vous vous rappellerez, ça doit devenir chez vous un réflexe monosynaptique. Que font les neuromédiateurs dans le système nerveux? Ils font essentiellement une chose, ils modifient le potentiel de membrane du neurone postsynaptique. Et donc, s'il modifie le potentiel de membrane du neurone postsynaptique, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va agir sur des canaux ioniques. Parce que qui dit modification du potentiel de membrane, on l'a vu tout à l'heure au début du cours, dit ions. Des ions qui vont traverser. D'accord? Et donc là, vous allez avoir sur la membrane postsynaptique des canaux ioniques qui sont, eux, sensibles aux molécules chimiques, des canaux dits chimiodépendants. Alors que jusqu'à maintenant, on a vu des canaux ioniques sensibles à la différence de potentiel, des canaux dits voltage dépendants. Mais nous sommes toujours dans une histoire d'ions. Alors, les enseignants d'anatomopathologie m'avaient demandé de vous montrer quelques photos d'anapathes. Alors, ça, c'est une photo d'anapathe de microscopie électronique. N'ayant ni la carrure ni la compétence de M. Barbet, je vais essayer quand même de vous décrire la chose. Alors, il y a ici, en fait, alors vu comme ça, c'est pas évident. À votre avis, là-dedans, il y a des neurones présynaptiques et d'autres qui sont des neurones. Il y a des neurones présynaptiques et d'autres qui ont un neurone postsynaptique. Lequel est pré et lequel est post? C'est impossible de savoir, sinon que de se dire que là où il y a des tas de vésicules, ce sont des neurones présynaptiques. D'accord? Des vésicules synaptiques. Voilà la dendrite postsynaptique qui est ici. Les synapses sont au niveau de ces flèches. L'espace synaptique sont au niveau de ces flèches. Et ici, les petits points que vous voyez là, eh bien, ce sont des vésicules présynaptiques contenant des neuromédiateurs. Donc ici, vous avez 3 terminaisons présynaptiques, 1, 2 et 3, avec des vésicules présynaptiques que l'on devine ici, en tout cas qui sont très nombreuses. Et vous avez des synapses en activité là, hein, au niveau des flèches. Là, je vous présente un vésicule pris en flagrant délit est en train de décharger son contenu. Bon, il est permis parce que c'est dans une fente synaptique. Donc ça, c'est un vésicule qui est en train de s'ouvrir et qui va vider son contenu en neuromédiateur. Et voilà la séquence d'événements.
On va la reprendre ensemble, bien que vous la connaissiez. Vous avez ici des vésicules qui contiennent des neurotransmetteurs. Et en fait, on le verra la prochaine fois, la plupart des neurotransmetteurs sont présynthétisés et sont stockés dans le neurone présynaptique. Je dis la plupart parce qu'il y a 2 neuromédiateurs qui sont synthétisés quasiment sur le champ et qui ne sont pas stockés. Ce sont des gaz. C'est le NO, le monoxyde d'azote, et le CO, le monoxyde de carbone. Voilà les vésicules présynaptiques contenant les neurotransmetteurs. Ils sont là, peuplant le bouton synaptique, mais attendant le signal pour leur permettre de libérer leur contenu. Ce signal-là, vous l'avez compris, c'est l'arrivée du potentiel d'action. Le potentiel d'action qui chemine le long de l'axone va venir terminer sa course dans le bouton présynaptique. Et que fait ce potentiel d'action? Il ne fait qu'une seule chose. Il va stimuler les canaux calciques dépendant du voltage localisé au niveau de ces boutons. Ces canaux calciques qui vont s'ouvrir à moins 20 millivolts et qui vont ainsi permettre l'entrée de calcium dans le bouton présynaptique. L'augmentation de calcium intracellulaire va permettre à ces vésicules de venir fusionner avec la membrane et donc la libération de neuromédiateurs. Ces neuromédiateurs, une fois qu'ils sont libérés dans la fente synaptique, on verra la fois prochaine, vont subir un certain nombre de destinées possibles, vont connaître un certain nombre de destinées possibles, parmi lesquelles la principale, c'est de venir activer un récepteur sur le neurone postsynaptique. Et ce récepteur, eh bien, soit directement, soit indirectement, va entraîner l'ouverture de canaux ioniques, entraînant le changement du potentiel de membrane postsynaptique. Donc, en rappel, les canaux ioniques, ce sont des protéines qui permettent le passage d'ions à travers la membrane, selon le sens du gradient de concentration, ça vous le savez. Il y a 3 types. Les canaux ioniques réglés par les forces mécaniques, les forces de cisaillement, les canaux ioniques réglés par la différence de potentiel qu'on appelle les canaux voltage dépendants et les canaux ioniques réglés par les molécules chimiques ou encore les molécules de signalisation. Force de cisaillement pour le premier, et en anglais ça s'appelle shear stress. Canaux dépendants des forces mécaniques, canaux dépendants du potentiel de membrane, on a vu plusieurs exemples avant la pause, et enfin les canaux dépendants des molécules chimiques, que l'on appelle encore les canaux récepteurs. Et donc ces canaux récepteurs, ce sont des protéines avec 2 fonctions. La première, qui est une fonction de reconnaissance du ligand, que j'ai représenté ici, et la deuxième fonction, qui est une fonction de canal ionique, donc d'ouverture pour laisser passer les ions. Voilà les 3 types de canaux ioniques, dépendants des forces mécaniques, dépendants des forces électriques, du potentiel de membrane, dépendants des molécules chimiques. On appelle cela encore les canaux récepteurs. Les canaux récepteurs qui se trouvent donc sur la membrane postsynaptique. Certains peuvent se trouver aussi sur la membrane présynaptique. En fait, ce sont des canaux qui sont réglés par des molécules chimiques. Donc, appartient à la famille des canaux chimiodépendants. Cette famille, en fait, et là, je vais peut-être vous demander votre attention parce que c'est quelque chose d'assez important qui nous servira pour le reste de nos études, je pense, parce que ça permet de situer les différents types de canaux chimiodépendants. Le premier type de canaux chimiodépendants sont les canaux récepteurs, qu'on a vus. Deuxième type, ce sont des canaux couplés à une protéine G. Troisième type, ce sont des canaux réglés par un métabolite intracellulaire.
Le troisième type, ce sont les canaux réglés par phosphorylation. Et donc, vous voyez, les canaux récepteurs ne constituent qu'une parmi les 4 familles de canaux chimiodépendants. Trop souvent, on confond, on assimile canaux récepteurs ou canaux chimiodépendants. Et en fait, les canaux chimiodépendants sont bien plus nombreux, bien plus complexes que cela. Allez, je vous représente tout ceci. Le ligand ici est un neuromédiateur. Ils sont au nombre de 2. Ils vont venir se fixer sur le récepteur, qui est également un canal ionique, permettant ainsi l'entrée ou bien la sortie d'ions. Et je prends un exemple, l'acétylcholine, qui est un neuromédiateur, ou bien la nicotine, qui est un ligand. Eh bien, ces 2 molécules peuvent se fixer sur des récepteurs nicotiniques, qui sont en fait des canaux sodiques. Ces récepteurs nicotiniques peuvent se situer sur les neurones comme sur le muscle strié. Et le canal ionique correspondant est un canal sodique. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous fumez? D'accord. Pourquoi les gens qui fument? Eh bien, ils se disent, ah, aujourd'hui, j'ai l'esprit alerte. C'est vrai. D'habitude, je fais une campagne anti-tabac. Mais là, c'est vrai, il faut reconnaître que la nicotine, eh bien, ça donne un petit peu de peps à l'intellect. Mais beaucoup de cancers aux poumons. Pourquoi? Parce que la nicotine va se fixer sur un canal, sur un récepteur nicotinique, qui est un canal sodique, et le sodium qui va rentrer va entraîner une dépolarisation. Et on a vu que la dépolarisation correspond à une activation des neurones. D'accord? Parce que ça ouvre un canal sodique. Allez, ça c'est un récepteur muscarinique cardiaque, récepteur de type M2, couplé à l'acétylcholine ou bien, enfin, qui reconnaît l'acétylcholine ou bien la muscarine, couplé à la protéine G, ici la protéine GI, et le fait de fixer sur ce récepteur va permettre, bien sûr, d'activer l'alpha-I, donc inhiber la linécyclase, etc. Vous connaissez ça mieux que moi, mais surtout, le bêta-gamma-I va activer un canal potassium, permettant à l'ion potassium de sortir, donc d'entraîner une hyperpolarisation. Et c'est ainsi qu'au niveau cardiaque, nous avons eh bien, un ralentissement du cœur sous l'effet de l'acétylcholine, comme on l'a vu l'année dernière. Troisième type de récepteurs chimiodépendants, ce sont des récepteurs qui sont activés par des molécules intracellulaires, par le calcium, par l'ATP et par le GMP cyclique. Là, je n'ai pas trop le temps pour rentrer dans le détail, mais il y a des canaux ioniques qui peuvent être activés par ces molécules. Les 2 qui sont les plus célèbres, c'est probablement le canal potassique dépendant de l'ATP. L'ATP, en fait, dans ce cas-là, eh bien, va fermer le canal potassique, entraînant une augmentation du potentiel de membrane, donc de la dépolarisation. Ce potentiel de membrane qui va augmenter, va ouvrir les canaux calciques, dépendant du voltage, l'entrée de calcium et l'exocytose, la libération de l'insuline au niveau des isobêta de Langerhans. Et enfin, la 4e famille de canaux sont les canaux qui sont activés par phosphorylation.
Je dirais que cette diapositive, malgré sa complexité apparente, est self-explanatory. Elle se comprend toute seule. Donc je ne vais peut-être pas vous la détailler, parce que je risque de répéter des choses que vous connaissez déjà. Voilà un canal récepteur qui est activé par son ligand, d'accord, qui s'ouvre et qui permet à l'ion de passer. Les canaux couplés à des protéines G avec des mécanismes d'amplification de la membrane. Et ici, c'est un canal qui est activé par phosphorylation. Donc ceci, simplement pour vous dire que ce qu'il faut retenir, c'est que ces canaux-là se trouvent essentiellement sur la membrane post-synaptique. PPSE, PPSI. Rapidement, PPSE, E pour... D'accord. Et pourquoi ça nous excite? Il n'y a pas de quoi vraiment. Oui, comme vous dites. Parce que ça entraîne une dépolarisation. D'accord. Donc ce sont des canaux qui, en s'ouvrant, vont entraîner soit l'entrée de sodium, soit l'entrée de calcium, donc une excitation. Et vous avez la possibilité d'additionner le potentiel. Alors ici, nous sommes bien au niveau du neurone post-synaptique. Du neurone post-synaptique avec un potentiel post-synaptique excitateur. Et là, vous pouvez avoir plusieurs neurones présynaptiques qui stimulent ce neurone postsynaptique. Vous additionnez les potentiels et vous avez un potentiel somme qui est l'addition de tous ces potentiels. Et la sommation spatiale parce que les stimulations se font à différents endroits du neurone postsynaptique. La sommation temporelle, c'est lorsque vous avez deux stimulations, mais qui sont décalées dans le temps. La première stimulation ici, la deuxième qui est là, la deuxième qui commence alors que la première n'est pas encore terminée, ce qui vous permet de sommer les deux potentiels. Hein, ça fait une somme. Vraiment pour être sûr que vous êtes encore là avec moi, ça, ce n'est pas une bonne façon d'expliquer une sommation temporelle. Quelle est la meilleure façon pour expliquer une sommation temporelle? Sommation spatiale, c'est simple. Hein. Je suis le neurone postsynaptique. Vous êtes 10 étudiants en même temps qui venaient me donner un coup simultané. Et là, même si les 10 coups sont des tapes amicales, s'il y en a 10, je finis par être sonné, pardon. C'est la sonation spatiale. Oui, je serai, sommé ou assommé. Maintenant, pour expliquer la sommation temporelle, c'est au lieu d'en avoir 10, j'ai qu'un seul étudiant qui me prend comme punching ball et qui fait ça. Et donc, si le deuxième coup arrive avant que le premier n'ait terminé, j'aurai une sommation temporelle, toujours venant d'un même neurone présynaptique et qui va finir par faire mal. Et voilà l'exemple. Ici, en haut, vous avez deux neurones présynaptiques, E1 et E2, avec la sommation spatiale. En bas, vous n'avez qu'un seul neurone présynaptique, E, qui va répéter ces coups. Donc premier, deuxième. Donc avant que ça ne redescende, il redémarre un autre potentiel postsynaptique excitateur, etc. Jusqu'au moment où on atteint le potentiel seuil pour déclencher le potentiel d'action. D'accord ? Donc la meilleure explication de la sommation temporelle, c'est de dire qu'il n'y a qu'un seul neurone présynaptique qui va donner plusieurs coups répétés dans le temps. Ça, j'ai vraiment pas envie de vous faire. C'est très simple, hein. En fait, c'est rien du tout. Vous voyez, ici, vous avez trois neurones présynaptiques avec les différents types de sommation, sauf un point important, ici. Parmi ces trois neurones, qui, lorsqu'ils stimulent, et ici, vous avez en haut le potentiel d'action. À chaque potentiel d'action ici va correspondre à une exocytose, c'est-à-dire une libération de neuromédiateurs.
D'accord? Donc ici, c'est potentiel d'action dans le neurone présynaptique. En bas et en rouge, c'est le potentiel postsynaptique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que si dans la plupart des cas, le potentiel postsynaptique correspond à un potentiel excitateur, ici, dans ce cas-là, avec le neurone C, vous avez un potentiel postsynaptique inhibiteur. Alors pourquoi l'inhibition? Parce que ça libère un neuromédiateur qui va activer soit un canal chlore, soit un canal potassium. Donc le potassium va sortir, ou le chlore va rentrer, abaissant ainsi le potentiel de membrane. D'accord? Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir. Pour le potentiel, pour le neurone postsynaptique, les choses sont simples. Ou bien le potentiel qui va naître va être au-dessus du potentiel de repos, auquel cas ce sera une excitation, ou bien en dessous du potentiel de repos, auquel cas ce sera une inhibition. Inhibition pourquoi? Pour les raisons qu'on avait vues avant la pause, c'est-à-dire que si le potentiel de repos est ici, j'aurai beaucoup de mal à atteindre moins 50 millivolts pour ouvrir mes canaux sodiques, ou bien moins 20 millivolts pour ouvrir mes canaux calciques. Et donc je vais calmer mon neurone postsynaptique. Vous sentez le courage d'aller jusqu'à la fin ou bien on fait ça la prochaine fois? Fin? C'est le week-end après. C'est le week-end? Au mercredi? Parce que vous pontez vendredi, vous. Ah, il y en a qui ont de la chance. Interaction neuronale, vous allez voir, c'est amusant. Alors en fait, jusqu'à maintenant, on a vu, c'est des histoires singulières où un neurone parle à un autre neurone. Ce sont des couples de neurones. Et vous savez que dans le cerveau, ils sont des milliards et qu'ils ne se parlent jamais seulement à deux, ils se parlent à plusieurs. Et donc maintenant, on va voir comment ces réseaux de neurones peuvent se communiquer. Et ceci suppose une capacité d'intégration des informations de diverses origines. Et en fait, les connexions interneuronales, qu'on appelle synapses, donc qui est en fait l'objet du cours d'aujourd'hui, intègrent puis transmettent l'information seulement selon 3 mécanismes seulement. Pas plus. Malgré la complexité. Maintenant, au lieu d'avoir 2 neurones, vous en mettez 100 000. D'accord? Et puis ces 100 000-là vont se parler harmonieusement de cette façon. Soit par divergence synaptique, soit par convergence synaptique, soit par la modulation synaptique, qui est la façon la plus sophistiquée et qu'on réserve pour la toute dernière diapositive. Diverger, converger et moduler. Et vous allez voir, ça ressemble beaucoup à la société humaine. Divergence synaptique. C'est moi, de moi à vous. Un neurone présynaptique, il vient, il envoie son message à l'ensemble de l'amphithéâtre. Comme c'est un prof qui n'est pas très bon, il n'y a que 3 étudiants, donc divergence synaptique à ces 3 qui écoutent. Mais ils peuvent être 200 comme ils peuvent être 5000. Donc, un neurone qui envoie un seul message et qui sera capté, parce que le message neuronal, il est porté par la nature chimique du neuromédiateur, et le neuromédiateur libéré sera le même. Ici, ici, au niveau du neurone B, comme là, comme là. Donc c'est le même type de message qui sera délivré à 3 neurones. Alors non seulement cet enseignant n'est pas très bon, bon ça, le reste c'est du blabla, hein. Vous allez ça sur le site. Non seulement il n'est pas très bon, mais en plus il raconte des bêtises, donc... oui, je vous laisse. Divergence synaptique réalise un dispositif physique qui amplifie les effets physiologiques d'un potentiel d'action différent. Ça amplifie.
je porte un message, qui j'espère un message véhiculant une certaine connaissance, qui vous est destiné et que dans 20 à 30 ans, vous allez porter ce même message, sauf plus sophistiqué, à d'autres étudiants. D'accord? Donc c'est une amplification. Alors, l'amplification, elle est bénéfique si le message est bon, mais s'il n'est pas bon, les mêmes étudiants, le lendemain matin, reviennent et disent à celui qui a lancé le message que c'est pas bon, on n'est pas content. Donc ça, c'est la convergence synaptique. Et en fait, la convergence synaptique reproduit un phénomène que l'on connaît, qu'on appelle la sommation spatiale. Et là, du coup, celui qui reçoit le message, d'accord, eh bien, reçoit un message amplifié. Dire au prof que il vaut mieux être plusieurs à le dire plutôt qu'une ou deux personnes. Courage, dernier. Ça, c'est la convergence et la divergence. Maintenant, on va parler de la modulation, vous allez voir. La modulation, elle est comme ceci. Vous avez un neurone B, un neurone A, un neurone B et un neurone C. Le neurone C va parler au neurone B, qui lui va venir chuchoter à l'oreille du neurone A. Et ceci va permettre, et ceci on appelle ça une modulation présynaptique. Ça met d'abord en jeu des synapses axo-axonales. Et en fait, le neuromédiateur libéré par la première terminaison, c'est-à-dire celle-ci, va modifier la conductance au calcium de la deuxième terminaison, c'est-à-dire celle-là, pour permettre soit la libération de neuromédiateurs, soit inhiber cette libération, et donc moduler l'effet du neurone B sur le neurone A. Et en fait, ça, c'est un mécanisme qui est très fréquent, qui permet, de façon indirecte, d'influencer l'activité des neurones postsynaptiques sans pour autant les contrôler directement. Donc, modulation présynaptique. Et cette modulation présynaptique, elle se passe toujours au niveau axo-axonal. Il faut que ce soit très proche du lieu de libération des neuromédiateurs par le neurone B. Voilà, on a terminé et donc bon week-end.